dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial sur Fréquence Évasion, nous allons parler nucléaire en compagnie du porte-parole de l'association Stop Fessenheim, André Hatz, qui sera avec nous. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. André Hatz, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes le porte-parole de l'association. Pouvez-vous nous présenter l'association Stop Fessenheim et ses actions? Oui, alors l'association Stop Fessenheim est l'une des 3 principales associations antinucléaires d'Alsace. Stop Fessenheim a des actions, à la fois des actions sur le terrain et à la fois des actions en direction des élus, par exemple. Notre objectif, notre finalité est d'obtenir la fermeture en France de toutes les centrales qui ont plus de 30 ans, puis petit à petit des autres. Alors, quelle est la situation réelle aujourd'hui et quelles sont les actions que vous faites? Il faut toujours avoir à l'esprit la phrase d'André-Claude Lacoste, le président de l'autorité de sûreté nucléaire lui-même, qui affirmait que personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais un accident grave en France. Mais Fessenheim, effectivement, présente quelques risques plus importants. Alors, le CNPE de Fessenheim a été construit il y a plus de 35 ans maintenant. Il a été mis en service en 1977 et il y a une résistance insuffisante des réacteurs puisque les cuves en acier avaient été prévues pour 30 ans. Elles ont été fragilisées par les bombardements neutroniques depuis 35 ans maintenant et elles ne peuvent pas être remplacées tout simplement parce que lors de la conception de la centrale, il n'avait pas été prévu la possibilité de remplacer. D'ailleurs, à l'époque, on prévoyait de construire Fessenheim pour durer 20 ans, prorogeable jusqu'à 30, mais à l'époque, personne n'envisageait d'aller avec cette centrale au-delà de 30 ans. Le deuxième point, c'est que c'est une centrale qui est construite à 9 mètres sous les eaux du Grand Canal d'Alsace, qui est donc submersible en cas de rupture de la digue ou du barrage d'Ottmarsheim, que ça soit par des terroristes ou que ça soit par un séisme. Alors, à propos de séisme, il faut savoir que aujourd'hui, on ne peut vraiment pas comprendre pourquoi, mais on a construit Fessenheim à l'un des endroits où il y a la plus grande sismicité en France. Il y a un risque sismique important. Et alors, pour l'anecdote, il faut savoir que les calculs ne sont pas les mêmes entre les Français et les Suisses. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il faut se référer au tremblement de terre de 1356 qui a eu lieu à Bâle, en Suisse, mais c'est à proximité immédiate de Fessenheim. Et bien évidemment, à l'époque, on n'avait pas de sismographe, on n'avait pas de technicien pour mesurer la sismicité. Il a fallu s'appuyer sur des écrits religieux de l'époque pour, à partir des descriptions faites par les moines de l'époque dans leurs écrits, en déduire quelle avait été la sismicité. Et puis, sur l'échelle de Richter, les Français en ont conclu qu'on était à 6,2, alors que les Suisses en avaient conclu qu'on est à 6,9, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a un rapport de 1 à 15. Bien sûr. Les Suisses, habituellement, sont réputés pour faire des calculs très précis. Mais en l'occurrence, les Français ont dit, nous, on est les meilleurs, on a calculé 6,2, on va royalement ajouter 0,5 de coefficient de sécurité, et c'est ainsi qu'on a une centrale qui doit pouvoir, paraît-il, résister à du 6,7. Nous espérons simplement que ce sont les Suisses qui se sont trompés dans leurs calculs. D'accord. Et il faut d'ailleurs savoir quelque chose de bien précis, de bien particulier, c'est que sous la centrale,
il y a 200 à 250 mètres de sédiments. Il y a d'ailleurs également la plus grande nappe phréatique d'Europe qui passe juste sous la centrale et qui alimente en eau potable des gens jusqu'aux Pays-Bas. Et ces sédiments peuvent amplifier tout mouvement sismique d'un facteur 10 selon les mesures qui ont été faites par l'Institut de physique du globe de Strasbourg. Alors, bon, ça ce sont, disons, les principaux problèmes. On a d'autres problèmes également à Fessenheim. Il y a un risque de perte de la source froide en cas de rupture du barrage hydroélectrique de Fessenheim, qui est situé juste en aval. Et s'il devait y avoir rupture de ce barrage, que ça soit en cas de tremblement de terre, que ça soit par la chute d'un avion, puisque l'aéroport plutôt de Bâle-Mulhouse est à proximité immédiate, eh bien le bief, c'est-à-dire la partie en eau du canal qui longe la centrale, se viderait, et à ce moment-là, on n'aurait plus de quoi refroidir le cœur du réacteur. On a plein d'autres problèmes. Par exemple, c'est le radier le plus faible de toutes les centrales nucléaires françaises. Alors, le radier, c'est quoi? C'est le socle en béton qui est construit en dessous de la centrale. Il faut savoir que le radier de Fukushima, qui n'avait pas résisté, selon les réacteurs de Fukushima, il faisait entre 6 mètres et 8 mètres d'épaisseur. À Fessenheim, il ne fait qu'un mètre 50, 1,52 m pour être en précis, effet, oui. en épaisseur. Actuellement, en cas d'accident majeur et au cas où la cuve ne résisterait pas, le corium, donc on dit couramment la boule de feu, c'est pas une boule de feu, mais enfin la masse en fusion qui sortirait de la cuve du réacteur, actuellement, elle mettrait 24 heures à peine pour traverser le radier et atteindre la nappe phréatique. Donc, nappe phréatique atteinte, c'est une pollution énorme, avec déplacement de population et tout ce qui s'ensuit. Si on renforce le radier pour des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, comme EDF le prévoit, puisque c'est imposé par l'autorité de sûreté nucléaire, à ce moment-là, il faudra 48 heures pour que le corium traverse le radier ainsi renforcé, et le résultat sera le même. Bien sûr. Bien sûr. Bon, on a aussi un autre problème à Fessenheim, c'est la grande vulnérabilité des piscines de combustible usé. Combustible usé, donc très grande radioactivité, car ces piscines sont situées à l'extérieur des dômes en béton de l'enceinte de confinement. Là encore, un séisme, un acte de terrorisme ou la chute d'un avion conduirait à un malheur humain, sanitaire, écologique et social jusqu'aux Pays-Bas. Et puis, bon, la liste est longue, mais je conclurai ce chapitre en disant qu'il y a à Fessenheim 3 fois plus d'incidents recensés par l'autorité de sûreté nucléaire qu'il y en a dans les autres centrales françaises, même s'il y en a quand même pas mal dans les autres centrales. Mais on en a 3 fois plus à Fessenheim. Alors, est-ce qu'il y a d'autres centrales, justement, qui sont un peu dans la même situation et potentiellement dangereuses en France? Mais les seules centrales nucléaires qui ne sont pas dangereuses sont les centrales nucléaires qui n'ont jamais été construites. Toute centrale nucléaire est, par définition, dangereuse. Les gens qui vivent à côté des centrales essayent de se rassurer. Alors chacun va essayer de se dire, mais l'autre à côté, elle est plus dangereuse. Vous vous souvenez peut-être de Tchernobyl? Oui, absolument, oui. À l'époque de Tchernobyl, les nucléocrates nous expliquaient tout d'abord que la radioactivité n'avait pas traversé le Rhin. Ensuite, ils ont bien été obligés d'avouer qu'elle avait traversé le Rhin. Alors là, ils nous ont dit, mais vous savez, ça a été construit par les Russes. C'est donc des centrales qui sont d'une toute autre technologie. Mais la même chose ne peut pas arriver en France. On a les meilleures centrales nucléaires du monde. Et puis, on a eu Fukushima. Oui. Alors, Fukushima, à ce que je sache, nos amis japonais, ce sont quand même des gens qui, comment dirais-je,
Ce ne sont pas des demeurés, ce sont des gens qui ont une grande technicité. Qui plus est, ce sont des gens qui savent théoriquement ce que c'est un tremblement de terre. Et qui donc, en toute logique, les experts du nucléaire japonais, en toute logique, auraient dû construire des centrales résistant aux tremblements de terre et aux tsunamis. Quoiqu'ils étaient un peu plus intelligents qu'à Fessenheim, puisqu'ils ont construit les centrales de Fukushima 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors qu'à Fessenheim, on a construit la centrale 9 mètres en dessous du grand canal qui est juste à côté. On va encore nous dire que à Fessenheim, ce n'est pas exactement la même technologie qu'à Fukushima. Bien sûr, il y a toujours d'une centrale à l'autre des toutes petites différences. Mais enfin, nous avons là affaire à des usines de mort, des choses mortifères que les techniciens essayent de maintenir à bout de bras. Ils font de leur mieux, c'est leur métier de faire de leur mieux, mais par contre, ils ne peuvent pas faire l'impossible. Or, piloter une centrale sans courir le risque qu'il y ait un grave accident un jour, cela relève de l'impossible. Sans compter les problèmes annexes, à savoir le transport des déchets et l'enfouissement des déchets qui sont un peu partout et qui transforment la planète en poubelle. Écoutez, je vais vous parler, les chiffres que je vais vous donner, ils sont pas tout récents, ils datent de 2009, donc il faudra un petit peu les augmenter pour avoir les chiffres actuels. Mais en 30 ans, les 2 réacteurs de Fessenheim avaient consommé 1290 tonnes d'uranium. Et ils ont généré 4 millions de tonnes de résidus miniers. Ils ont généré 7000 tonnes d'uranium appauvri, 1225 tonnes d'uranium de retraitement, 13 tonnes de plutonium. On peut en faire des bombinettes nucléaires avec 13 tonnes de plutonium. 52 tonnes de déchets hautement radioactifs à vie longue, 3000 mètres cubes de déchets technologiques contaminés et 1200 tonnes de ferraille radioactive. Ce dernier tonnage a encore beaucoup augmenté récemment puisqu'on a encore remplacé à coût de dizaines de millions d'euros 3 générateurs de vapeur. Et où vont tous ces déchets? Nulle part. Enfin, dans l'environnement. Oui. Mais aujourd'hui, nul ne sait que faire de ces déchets. Nul ne sait qu'en faire. Ce que l'on sait, c'est que ce sont nos enfants, nos petits-enfants et les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants qui devront les gérer. Mais nous ne savons pas quoi en faire. C'est l'un des problèmes. Alors, il y a, je veux quand même un peu répondre à votre question, il y a une partie de ces déchets qui sont pour l'instant entreposés provisoirement sur le site de Fessenheim, certains avec autorisation, d'autres on attend les autorisations, disons qu'elles ne sont pas là. On ne sait qu'en faire. Il y a une grande lutte pour que Bure ne devienne pas le centre d'enfouissement que les nucléocrates voudraient en faire, et il faut espérer que ça ne le deviendra pas. Il y a interdiction actuellement de balancer les déchets radioactifs en mer, alors que la France avait procédé à ces techniques pendant de très nombreuses années. On a balancé nos déchets nucléaires en mer, vous vous en souvenez sans doute. Oui. On a sans doute contaminé beaucoup de poissons et les gens qui ont mangé les poissons, mais et pas que les poissons d'ailleurs, tout l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est illégal, on ne peut pas le faire. La législation ne permet pas non plus d'envoyer nos déchets nucléaires sur les étoiles. On va en faire quoi? On est en pleine irresponsabilité, là. Ah, on est en pleine irresponsabilité. On ne sait pas du tout qu'en faire. C'est tout à fait évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que si parmi les risques que j'évoquais tout à l'heure, il devait y avoir effectivement à un moment donné, admettons une perte de la source froide avec traversée du radier et puis pollution de la nappe phréatique,
avec dégagement de vapeurs radioactives dans l'atmosphère, eh bien, on aurait une pollution radioactive de l'air et de l'eau. On aurait aussi une contamination des habitants et bien au-delà du village de Fessenheim, ça couvrirait toute cette partie de l'Europe qui va, je dirais, de la France, enfin du centre de la France, bien sûr de notre capitale incluse, jusqu'en Allemagne, Autriche et au-delà. Vers le nord, ça irait jusqu'à la mer du Nord. C'est tout à fait clair. Et ça générerait, comme ça l'a fait ailleurs, des cancers, des leucémies et des naissances d'enfants handicapés. Les pro-nucléaires n'aiment pas beaucoup que l'on montre les photos des enfants qui naissent à Fukushima ou ceux qui sont nés à Tchernobyl. Mais il faut s'attendre à ce qu'à Fukushima, ça soit un jour comme ça l'a été à Tchernobyl, des enfants handicapés, lourdement handicapés. Il y aura la nécessité de déplacer des populations vers des régions lointaines moins atteintes. Et puis, il faudra fermer toutes les entreprises de la région polluée, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'emplois perdus. Aujourd'hui, on a quelques centaines de salariés qui, boostés par certains de nos partis politiques, boostés également par la direction d'EDF, vont manifester pour défendre leur outil de travail, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenir la centrale nucléaire de Fessenheim ouverte, un petit peu comme s'ils rêvaient que cette centrale allait continuer encore des dizaines et des dizaines d'années. Mais ils ne mesurent pas qu'en cas d'accident à la centrale de Fessenheim, ce n'est pas leurs quelques dizaines d'emplois ou quelques centaines d'emplois qui seront éradiqués, mais ce sont des milliers et des milliers d'emplois de tous les gens de toute la région. Alors justement, vous me parliez de photos à l'instant. Est-ce que ces photos circulent? Est-ce que le grand public a accès à ces photos? Oui, j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Je parlais des photos d'enfants de Fukushima, c'était de Tchernobyl. Oui. Oui, ces photos circulent. Je suppose d'ailleurs qu'on peut en trouver sur Internet, mais ces photos circulent, elles sont connues. Bon, peut-être que on a toujours une prudence à montrer ces photos parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on n'aime pas exhiber la photo d'un enfant difforme. Bien sûr. Mais ne serait-ce que par respect pour l'enfant qui a été photographié. Mais c'est une réalité bien tangible. Parce que l'heure est grave. Mais bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi et que les Français ignorent complètement, c'est deux choses. Premièrement, qu'en cas d'accident, leur compagnie d'assurance ne couvrira aucun des risques. Chaque Français peut relire son contrat d'assurance, il verra que c'est le type d'accident qui n'est pas couvert par les compagnies d'assurance. D'accord. Mmh. Bon. Que l'on soit usager EDF ou que l'on soit contribuable, très souvent on est les deux, eh bien on crachera au bassinet. Parce que l'État est le principal actionnaire d'EDF, donc si EDF entreprend des travaux pharaoniques à Fessenheim, c'est le citoyen français qui payera ces travaux. Pourquoi est-ce que EDF viendrait à entreprendre des travaux pharaoniques à Fessenheim? Alors, les deux principaux travaux, c'est d'une part de renforcer le radier, d'autre part, c'est d'apporter une deuxième source froide. C'est-à-dire, pour le cas où il y aurait une rupture de la digue ou du barrage, que rapidement on puisse apporter une deuxième source froide pour refroidir la centrale de Fessenheim. Il faut savoir qu'il y a quelque chose d'ailleurs de particulier à Fessenheim, il n'y a pas de tour de refroidissement. Toutes les autres centrales nucléaires, enfin la grande majorité des autres centrales nucléaires ont des tours de refroidissement. On les appelle tours de refroidissement parce qu'elles refroidissent les circuits de la centrale, mais on devrait les appeler tours de réchauffement climatique car elles réchauffent l'atmosphère. Ce sont des échangeurs thermiques. Ah oui. Elles contribuent au réchauffement climatique. À Fessenheim, on n'a pas ces tours, mais le réchauffement climatique, on s'en occupe bien quand même,
puisqu'on recrache de la flotte très chaude dans le Grand Canal d'Alsace, c'est-à-dire dans les eaux du Rhin, puisque le Grand Canal d'Alsace est une dérivation du fleuve le Rhin. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, je voudrais un peu placer la centrale dans son contexte. Allez-y. Tout d'abord, il faut savoir que la centrale nucléaire de Fessenheim produit moins de 2%, je dis bien moins de 2%, de l'électricité produite en France. Pour être très précis, il y a eu 1,69% de l'électricité produite à Fessenheim en 2009, 2,14% en 2010 et 1,32% en 2011. Le 1,32% de 2011 s'explique en partie du fait qu'il y a eu 99 jours d'arrêt simultané des 2 réacteurs de Fessenheim du 30 juillet au 6 novembre 2011. Et durant cette période où il y avait, si vous voulez, les 2 réacteurs qui étaient en visite décennale, eh bien, durant cette période, il n'y a eu, et là je vous livre un scoop, il n'y a eu aucun Alsacien qui ne se soit éclairé à la bougie. Oui. Pour terminer, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez donc le site de l'association? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Écoutez, déjà, je vais vous dire que le site de l'association, c'est www.stop-fessenheim.org. Oui. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de rapports. Vous allez pouvoir trouver les motions qui ont été signées par des élus, les appels solennels signés par des élus. Vous allez trouver des photos des manifestations. Vous allez pouvoir télécharger un journal un peu pastiche qui s'appelle Les dernières nouvelles de Fessenheim. Ce ne sont pas les dernières nouvelles d'Alsace, mais les dernières nouvelles de Fessenheim. Il y a eu un seul numéro, il date d'avril 2009, mais tout ce qui est écrit dedans est resté valable. C'est un journal très très important, on peut le télécharger, et puis vous trouvez plein d'informations sur la centrale de Fessenheim, mais aussi sur d'autres centrales nucléaires. Pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs? Oui, bien sûr. Désabonnez-vous d'EDF et abonnez-vous auprès d'autres producteurs d'électricité qui vous garantissent de l'énergie non nucléaire. Personnellement, je n'ai plus de courant nucléaire. Personnellement, je peux vous le dire, j'achète mon électricité chez Enercop. Et puis, j'ai de l'électricité garantie non nucléaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, renseignez-vous. Ne prenez pas la vérité des spécialistes comme étant la vraie vérité. Les techniciens, les experts du nucléaire nous ont roulé dans la farine. Ils nous ont roulé dans la farine à l'époque de Tchernobyl. Ils nous ont ensuite roulé dans la farine à Fukushima, parce qu'à Fukushima, c'est pas terminé, il y a encore plein de gens qui vont souffrir pendant longtemps. Et puis maintenant, ils vont nous rouler dans la farine en France. Et en France, ils commencent déjà à nous rouler dans la farine en essayant de faire en sorte que l'on consomme plus d'électricité avec la voiture électrique. Alors ça pourrait être un tout autre sujet. La voiture électrique, qui est une très bonne chose si son électricité vient de capteurs solaires ou d'éoliennes, mais qui est tout à fait discutable si son électricité vient de centrales nucléaires. Renseignez-vous et coupez votre chauffage électrique. D'accord. Prenez d'autres sources de chauffage. En France, nous avons un gros problème à cause de notre chauffage électrique. Mais tout ça a été calculé, c'est du stratégique, c'est pour vendre du nucléaire, c'est pour vendre de l'atome. Voilà. André Hartz, merci d'avoir participé à cette émission. On espère vous retrouver une prochaine fois sur cette antenne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Et bon courage. Au revoir. Merci. Fréquence Évasion.